Le 8 septembre, Bayrou dégage. Le 10, on reprend tout. C'est ce qu'on peut lire un petit peu sur les réseaux sociaux parce que Bayrou a annoncé presque sa démission le 8 septembre. C'est-à-dire qu'il a annoncé un vote de confiance le 8 septembre. C'était hier à 16h. Il a fait toute une allocution. On va revenir dessus. Il nous parle de plusieurs choses, notamment de la dette. Alors, ça va parler de la dette, de la dette, de la dette, de la dette, limite, c'est nous qui sommes responsables de la dette. Enfin, voilà. Il nous parle de tout ça et il explique que du coup, il va demander un vote de confiance, c'est-à-dire demander aux députés de voter si oui ou non ils ont confiance dans le gouvernement. C'est un vote un peu particulier parce que les votes de confiance ne prennent pas en compte les abstentionnistes. C'est-à-dire qu'il lui faut réellement une majorité de députés qui votent la confiance. Ce qui n'est pas comme les votes de censure où il faut une majorité de personnes qui votent la censure. C'est pas exactement pareil. Et donc, du coup, on va voir quels groupes se sont positionnés. Mais ça sent un peu le roussi, on va dire, pour Bayrou. Et donc, on va voir ce qui peut se passer ensuite si Bayrou saute le 8 septembre. On va parler de tout ça avec Chris. Chris, comment ça va? Bah, ça va. Moi, je sais que dans moins de 15 jours, Bayrou sera plus là. Donc, c'est déjà une première victoire. Tu viens de le dire. En fait, c'est une démission. Euh, ce- on l'a dit dans d'autres capsules que Macron ne voulait pas refaire une dissolution. Donc, ce que ne voulait pas Macron et ce que veut pas Bayrou non plus, on essaiera de voir pourquoi, c'est d'aller vers la censure. Il ne voulait pas se faire censurer, c'est-à-dire faire en sorte que le Parlement prenne l'initiative de le destituer pendant qu'il conduit sa politique. Surtout que la France Et Insoumise avait dit qu'elle allait proposer une motion de censure ouais, pendant le mouvement là, du 10 septembre. Et donc, le mouvement du 10 septembre qui met la pression aux élus, qui met la pression sur tous les élus de gauche, mais aussi sur le RN, parce qu'on sait que le RN ne veut pas voter la censure et n'a pas voté la censure. Mais comme ils ont un électorat populaire, je vous renvoie au graphique, eh bien, la plupart des gens qui votent RN veulent la censure de ce gouvernement. Et donc, ça va être très compliqué pour eux s'il y a un mouvement populaire intense qui demande la destitution de Bayrou, qui est une motion de censure et que le RN apparaisse comme les sauveurs de Bayrou. Et donc, vraiment, il y avait un risque pour Bayrou qui se fasse censurer assez rapidement avec la motion de censure qui allait être déposée par la France Insoumise. c'est ça. Et en fait, on a compris qui était l'opposant politique premier, on va dire, Raphaël Glucksmann. tout à fait, à ce gouvernement et plus généralement à l'esprit de la politique qui est conduite par ces gens. C'est vraiment la France insoumise. Et là, ce que ne voulaient pas Bayrou et Macron, c'est laisser l'initiative à la France insoumise d'être le leader de l'opposition en conduisant le 10 septembre, on va y revenir, parce que c'est les seuls qui ont vraiment ou qui ont lancé le truc d'appeler au 10 septembre. Le PCF a rejoint, les noisettes, là, PS, machin, etc., commencent à un peu trembler. Eux, ils étaient très embarrassés avec ça. Là, ce qui se passe, c'est vraiment une opération anti-France insoumise. Voilà. Parce que de toute façon, Bayrou aurait été censuré, in fine. Il avait aucune capacité à enlever 20 milliards. Le PS demandait, vous faites une réforme à 44 milliards d'économie, en fait, vous enlevez 20. Oui, c'est sûr que Bayrou allait forcément pas dire, oui, ah ouais, j'en enlève 20 pour faire plaisir au PS, quoi, aux noisettes, quoi, tu vois. Autant mettre Olivier Faure Premier ministre si c'est pour faire ça, tu vois. Donc ça n'a aucun sens. Ce que ne voulait pas non plus ce que veut maintenir aussi Bayrou et Macron, c'est aussi l'espace de normalisation du RN. Et ça, c'est un peu aussi dangereux. Ils jouent avec le feu. C'est-à-dire que le RN joue le jeu parlementaire. Et donc, nous, ça va dans la prophétie. C'est-à-dire, le bordélisateur, c'était l'AFI. Il fallait empêcher qu'ils bordélisent. C'est-à-dire qu'ils amènent tout le monde vers la censure. Parce que ce serait arrivé. Voilà. Et ils auraient incarné justement l'opposition vraiment frontale en disant voilà, on est leader d'avoir mené la censure, d'avoir mis des gens dans la rue, etc., et d'avoir fait tomber Bayrou. Ils ne voulaient pas ça. Donc ils s'en remettent au jeu parlementariste en disant moi, je vais jouer le jeu qui n'a jamais été fait avec sous Macron quand il était en minorité, de j'engage ma responsabilité au Parlement, ce qui est le jeu normal parlementaire, etc. Donc là, ils essayent de jouer l'apaisement parlementaire Hmm. face, voilà, à l'échauffement de la rue. Voilà.
Et donc, pour pouvoir un petit peu enlever du lead à la France insoumise et garder, on va dire, le pôle républicain avec le PS, effectivement LR et effectivement le RN. Mais le RN, là, c'est les petits coups de billard à trois bandes. Pour lui, c'est un peu merdique. Parce que lui, il est toujours coincé dans est-ce qu'on est anti-système, est-ce qu'on est l'opposition, etc. Ou est-ce qu'on est l'alternance. Et là, en fait, cette question-là, elle, comment dire, elle solidifie la position de la FI, mais clairement, elle fracture aussi le RN. Donc, c'était le meilleur jeu à jouer. La démission, nous, on l'avait annoncé, hein, et c'était pour finir là-dessus, c'est aussi un moyen de ne pas aller vers la dissolution. Macron sait très bien l'effet de noisette dans lequel il est, l'effet d'étau, de pince, ouais, de casse-noisette dans lequel il est. Il sait très bien que s'il dissout demain, il va encore avoir un espace encore plus faible LR. Enfin, LREM, voilà, ensemble, comme on dit maintenant. Je suis un peu vieux, j'ai des Et c'est références. possible que s'ils dissolvent demain, parce que comme il y a les présidentielles qui arrivent vite, que la gauche parte cette fois-ci chacun de leur côté et que le PS fasse un gros score sur les reliquats de Macron et je sais pas, que le RN fasse un gros score sur les reliquats de Macron et que Macron il se fasse bouffer par le PS qui sera droitisé, que le RN augmente encore ses députés et que la France Insoumise se maintienne, mais avec des députés qui seront peut-être un peu plus de gauche, on va dire, enfin sur le papier, élus par des électeurs un peu plus à gauche. Moi, c'est ma prévision. Je pense que si demain la gauche part, personne n'y croit, ça part, on va dire désunie, elle fera plus de députés parce que l'effet de moïsation et de disparition du centre, elle fera plus de députés que ce qu'elle en a aujourd'hui. Voilà, Oui, parce que des gens plus droitiers voteront à gauche. exactement. Et des gens peut-être plus à gauche voteront à gauche Et aussi. en, voilà. Et en plus, si tu veux, la config, c'est de dire, ok, ils feront le candidat, s'il n'y a pas de candidat commun de gauche, il fera pas ses 25, mais c'est 10% pour pouvoir se maintenir au second tour. Et en fait, il va y avoir un désistement républicain. Oui, et puis il y Si aura t'as- des accords, bien sûr. il y aura, tu vois, vraiment les gens, pour ceux qui regardent la vidéo, vraiment les législatives, c'est vraiment des mini présidentielles. Donc à Oui, la et fin, puis les partis sont pas cons, hein. Le PS, il verra très bien quand s'il doit échanger pour avoir 30 députés de plus, il doit laisser 30 députés à la France Insoumise, ils le feront, hein. C'est aussi des boutiques, hein, ces trucs-là, hein. exactement. Et donc, il y aura des désistements, comme il y a eu des désistements en 2024. Ce qui a fait que le NFP est si haut, faut pas écouter les fanfarons qui font croire que c'est la gauche, la dynamique, blablabla. Si le NFP a été si haut et que Macron s'est maintenu, à peu près, c'est parce qu'il y a eu un accord NFP-Macron au second tour de désistement face au Rassemblement national. Il y a eu un barrage républicain au second tour des législatives. C'est ça qui a fait la dynamique. Donc là, il y aura le même, mais sans Macron. Voilà. Et donc, il perdra. Et donc, je pense que si demain il dissout, moi je te dis, le RN progressera pas spécialement. Je pense pas qu'il ait une grosse dynamique. Et il aura toujours le barrage républicain en face de lui. Par contre, c'est la gauche qui va gouverner, c'est sûr et certain. Ouais, mais c'est marrant parce que toi, par rapport du coup à cette, je mets même l'image, par rapport à François Bayrou qui sollicite un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre, en bon zinzin soumis que tu es, t'analyses tout par rapport à la peur de la France insoumise chez Macron et Bayrou, ce qui est probablement vrai. Mais moi, j'avais pas fait exactement la même analyse parce qu'étant un espèce de 10 septembriste, parce qu'il appelle ça les septembristes Mélenchon maintenant, mental, je vois aussi la possibilité pour Macron de couper l'herbe sous le pied au 10 septembre, c'est-à-dire ah vous avez dit Bayrou dégage, Bayrou est dégagé le 8 septembre, le mouvement n'a plus d'intérêt. Et je me dis avec la dynamique qui est actuellement, nous on le voit, on a sorti l'outil là sur onneveutplus.fr où vous pouvez faire des petites affiches, des visuels pour les réseaux sociaux, des flyers, des trucs comme ça. Vous pouvez même maintenant changer vos photos de profil, on vous invite à le faire, ça montre Faites-le. ouais, changez vos photos de profil sur les différents réseaux sociaux, ça permet de montrer une unité du mouvement. En fait, c'est vous allez sur le générateur, vous mettez par exemple votre photo profil actuel et ça vous la met en couleur, je sais pas, orange ou jaune ou ce que vous voulez, et puis ça met 10 septembre dessus ou on ne veut plus ou ce que vous voulez, vous marquez ce que vous voulez dessus. L'intérêt, c'est que ça va vous permettre de montrer que vous participez au mouvement, de donner envie aux autres de changer leur photo de profil pour montrer qu'ils y participent, et puis ça montre l'unité un peu comme ça du mouvement. Mais bref, avec ce générateur, nous on voit la dynamique qu'il y a. Là, sur 3 jours, on a fait quoi? On a fait genre 400 000 visites sur le site, on a fait genre 60-70 000 visuels générés. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un truc qui s'intensifie et ça fait pas flop. C'est pas au début les gens ont découvert et ça se casse la gueule, c'est de plus en plus en fait.
Donc, avec les annonces de Bayrou, en plus, ça chauffe encore plus les gens. Donc, le 10 septembre, je pense, aujourd'hui, est un enjeu majeur de lutte des classes et de mouvement social. Et forcément, Bayrou et Macron, ils ont les retours du terrain, des renseignements généraux et tout ça. Et je pense qu'ils flippent un petit peu. Donc, si ça arrive bizarrement 2 jours avant le 8 septembre que Bayrou va en gros mettre sa démission et finir par être viré, je pense que c'est pas pour rien et c'est pour dire ah bah vous êtes des cons, vous nous avez dit que c'était Bayrou qui gênait, maintenant il n'y a plus Bayrou, vous voulez encore aller dans la rue. Et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on se fasse piéger par la personnification des luttes. Moi je m'en bats les couilles de Bayrou ou de Macron, hein. C'est pas ça qui me gêne. Demain vous foutez Glucksmann à la place de Macron qui fait la même politique, c'est exactement pareil pour moi en fait. Le problème c'est le système néolibéral qui est en train de devenir un système plutôt libéral, un peu plus classique, qui est à bout de souffle pour sauver la bourgeoisie, pour sauver les gens qui s'en foutent plein les poches sur la population et sur les plus pauvres, les plus démunis, qui instrumentalisent du racisme, des choses comme ça. Le problème, c'est toute cette classe-là et le fait que nous, on n'ait pas la main là-dessus. Et ce qu'on doit demander, c'est pas la démission juste de Bayrou ou de Macron. Ce qu'on doit demander, c'est le pouvoir. Par exemple, aux assemblées populaires qui sont en train de se faire dans les rues, c'est le pouvoir en fait aux gens de la base, aux travailleurs et aux gens qui sont tout à fait capables de prendre eux-mêmes les rênes de ce pays en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire piéger vraiment avec des mots d'ordre qui sont des personnifications, parce que là, c'est ce qu'ils sont en train de jouer, hein. Alors, c'est bien, on se partage le travail. Moi, je fais un peu l'analyste, un peu, tu sais, des plateaux télé, là, des combines de politique. Puis toi, tu rappelles effectivement les fondamentaux matérialistes. Moi, je suis parfaitement d'accord. Quand je dis que c'est un piège pour la France insoumise, c'est ça qu'ils veulent faire, en fait. C'est que ce qui leur fait très peur, c'est la collusion d'un débouché politique que eux voient comme un adversaire et d'un mouvement social. Tant qu'il y a la France insoumise sans mouvement social ou le mouvement social sans le débouché politique, etc., tu vois ce que je veux dire, ils se Ouais, ça maintiennent. marche pas. Tu vois, et nous, on Ah, est. comme avec les Gilets jaunes, hein. Les Gilets Voilà. jaunes, s'ils avaient eu un débouché politique. Les Gilets jaunes en 2025. Alors, je pense que c'est pas exactement pareil que les Gilets jaunes. Je pense que les gens n'ont pas du tout les mêmes envies aujourd'hui. Ils ont plus envie d'organisation. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de militants qui sont rentrés dans des orgas après les Gilets jaunes et qui sont encore de la partie dans le 10 septembre. Mais un mouvement similaire en 2025, avec le débouché politique qui est devenu, quoi qu'on en pense, qui est devenu la France insoumise aujourd'hui, je pense que c'est pas la même donne. Alors qu'en 2018, tout le monde était encore tatillon et les Gilets jaunes se sont trouvés vraiment esselés avec quasiment pas de relais à l'Assemblée nationale et c'était très compliqué, quoi. On est d'accord. Et donc, c'est ça, en fait. Ce qu'ils essayent de faire, quand je dis que ils le font par rapport à la France insoumise, ils le font par rapport à la France insoumise parce qu'il y a un mouvement social. S'il y avait juste la France insoumise qui disait censure, machin, démission, ils seraient allés comme ils ont fait la dernière fois avec Barnier, c'est-à-dire jusqu'à la censure, peut-être en négociant avec le PS, parce que le PS et le RN auraient joué leur carte anti-FI eux aussi. Mais là, il y a un mouvement de masse qui se crée. Donc là, il y a un mouvement de masse qui se crée, la FI se connecte dessus. Donc là, ils sont, comme je te dis, non seulement ça chauffe, et en plus, il y a un débouché politique qui se crée. Donc là, la situation révolutionnaire, elle devient compliquée pour eux. Parce qu'ils se disent, le pire truc qui peut arriver, c'est qu'il y a un mouvement de masse, et en plus, qu'il soit capté par un opposant politique. Ce qui a déjà été le cas avec le mouvement pour la Palestine, hein. Exactement. On n'est pas les seuls à faire cette analyse, mais ils voient ça comme ça, que la dynamique qu'a eu par exemple Manon Aubry aux élections européennes, qui a pris 1 million d'électeurs en plus que 5 ans auparavant. C'est pas juste grâce au mouvement pour la Palestine, mais je pense que ça fait partie du truc d'être là, à être les seuls sur les plateaux à dire qu'il y avait un génocide. Alors aujourd'hui, en plus, ils récoltent tous les lauriers de ça, parce que Mélenchon, je sais pas si tu l'as entendu, et peut-être qu'on fera des capsules là-dessus aussi, mais aux amphis, sur BFM TV et tout ça, maintenant, il est les mains dans les poches. Il dit les gars, vous dites exactement ce qu'on disait il y a 2 ans, sauf qu'il y a 2 ans, quand on le disait, on nous traitait d'antisémites, de mangeurs d'enfants, de je sais pas trop quoi. Et donc du coup, ouais, c'est ça, de terroristes et tout. Alors que là, aujourd'hui, on est là, oui, on va reconnaître l'État palestinien, il y a un génocide, il y a une famine et tout ça. Et c'est vrai que les positions qui ont été des positions dures à tenir à l'époque, et même des partis qui sont historiquement beaucoup plus solides sur la question de la Palestine que la France insoumise, comme le PCF, ils n'ont pas tenu le choc à l'époque sur les plateaux télé à devoir assumer le fait que il fallait soutenir au maximum les Palestiniens contre le droit de se défendre et tout ça, on va dire.
eh bien, aujourd'hui, on en voit les résultats, on va dire, pour la France insoumise. Et je pense que, bon, le combat pro-palestinien, c'est un combat qui est très important, mais qui est peut-être pas partagé par toute la population. S'il y a un débouché politique, social, aujourd'hui, et que ça nous fait le même coup avec vraiment des luttes sociales sur, je sais pas, la réforme des retraites, sur la sécurité sociale, sur le SMIC, sur le chômage, sur des trucs comme ça, qui sont des choses qui sont quand même beaucoup plus largement partagées dans la population que le combat pour la Palestine. Si la France insoumise apparaît comme étant les seuls à soutenir le mouvement, que le mouvement prend de l'ampleur, c'est la catastrophe pour la classe bourgeoise, hein. Ça. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est comme tu dis, un piège, c'est de dire bon bah Macron, j'allais dire Macron est condamné. Ouais. J'espère. Bayrou est condamné. Voilà. Donc maintenant, comment on peut, tu sais, comment on peut faire du damage control, comment on peut faire en sorte que bah, cette mort nous profite. C'est ça que tente le camp Macron. Et donc là, l'idée, c'est de dire bah, on va couper l'élan dynamique du 10 septembre. C'est-à-dire, on va donner euh, des gages parlementaires à la FI. Voilà. Vous voulez la tête de Bayrou, on vous la donne, etc. C'est sûr qu'elle va tomber. Parce que personne ne peut voter la confiance. Tu vois, la Ah, mais le confiance. mec, il a le budget, il a Bétaram au cul et tout, il Non, pue non, la mais merde, même, Pérou. en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça. Je sais pas si les gens sont dans le jeu parlementaire. La confiance, il n'y a que les majorités de tes députés qui te le votent. Voilà. Ou des alliances. Voilà. Personne, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de vote de confiance avec, voilà, quand il y avait des minorités. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, en tant que responsable de parti, si tu n'as pas créé un accord gouvernemental, etc., comme c'était le cas sous la quatrième dans le processus parlementaire, voter la confiance à ton adversaire. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc ça veut dire que quand il fait ça, il sait que c'est pour démissionner. Il sait que c'est pour démissionner. Il sait que le RN, le PS ne peut pas lui voter la confiance. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, Ah, le RN a dit qu'il ne le voterait pas, mais le PS a dit qu'il ne le voterait pas, alors c'est- qu'une censure, c'est pas la ça se même jouait chose. peut-être un peu différemment. Peut-être que le RN aurait dit oui pour la stabilité, en La, plus il y a des gens dans la rue, c'est l'extrême gauche, machin, voilà. Ils auraient peut-être pas voté la censure. Par contre, voter la, la cen- confiance, c'est pas pareil, ouais. Voilà, la censure, c'est pas la même chose. C'est justement d'utiliser une prérogative parlementaire pour faire tomber un gouvernement en exercice. C'est pas la même chose que de dire, bah, donc c'est de l'initiative parlementaire, que le gouvernement qui lui présente sa confiance. Et le vote de confiance se fait toujours quand tu as une majorité absolue, parce que c'est pour dire, bah voyez, je jouais le jeu. Là, il joue le jeu, personne ne peut voter la confiance, donc ça revient à poser sa démission. Euh, c'est- il n'aurait jamais pu poser sa démission telle qu'elle, parce que ça, c'est des choses qui se font quand le président, tu vois, veut changer de gouvernement. Donc là, ce que fait Bayrou, c'est un petit jeu en disant, voyez, je vous donne des gages, les parlementaires, je ne peux pas rester, mais je vais partir sans que vous m'ayez censuré. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va calmer le truc. Ça va faire remettre, on l'a dit avec Zoé dans d'autres capsules, remettre dans la machine un nouveau gouvernement, avec une déclaration de politique générale, avec, comment dire, le RN et le PS toujours dans leurs contradictions. On attend de voir ce qui va se passer, etc. Le 2024, le rapport de force a changé, on peut plus exiger le NFP et son programme, blablabla, blablabla. Donc là, tu vois, on est rendu à décembre, octobre. Ce Et qu'ils puis vont après, on est essayer. en campagne, ouais, c'est la belle, Voilà, hein. après, c'est les municipales au mois de mars. Voilà. Ouais, c'est la grosse Et belle. donc c'est fait pour ne pas dissoudre et pour tenir le truc. Voilà. Et ça c'est le truc, je pense là, même la FI, personne ne veut de nouvelles législatives. Ouais, mais qui va accepter d'être Premier ministre? C'est la question. Quelle noisette ultime peut accepter ce poste sur siège éjectable à la con? Eh ben, il y a des gens qui peuvent croire que ça peut être utile à leur carrière. Ça peut être un Darmanin, par exemple, pour se relancer. Tu vois, ça peut être, Ouais. ouais, ça peut être ça. Ouais, j'allais Euh, dire, la pire idée, ce serait un Retailleau, un mec qui a de la dynamique, qui est Ah bah là, Retailleau, s'il y va, c'est un crétin. C'est un crétin Ouais. Par politique. contre, Darmanin, c'est possible parce que Darmanin s'est fait baiser par Retailleau. Il Voilà, faudrait qu'il. voilà. Darmanin, il pourrait utiliser, voilà. Mais ça peut être aussi de vouloir mettre un peu le sbeul dans notre nouvelle gauche, là. L'autre gauche, celle que nous, on doit affronter au premier tour en tant que supporter, enfin, Ouais, soutien François critique de Hollande. l'AFI. Bah, Non, plutôt un il acceptera Cazeneuve. jamais d'être premier. Plutôt un Cazeneuve. Un Plutôt Cazeneuve, ouais. l'hypothèse Cazeneuve pourrait revenir, tu vois. Et là, Ou Valls. Manuel Valls, Premier ministre, Macron, président de l'enfer. non, Valls, ce serait une provocation pour le PS. Mais Cazeneuve,
comment dire, la ligne Meyer-Rossignol, Hollande serait un peu embêté. Tu vois, voilà, ça fracturerait quand même le PS là-dessus. Donc ouais, on verra bien. Moi, ce que je pense, dans le fond, tu as peut-être un extrait à montrer, mais ce qui est très intéressant, c'est euh, au-delà de leur petit jeu, là, on a fait tout le petit jeu politique. Moi, tu sais que ça me passionne, je trouve ça très intéressant. Mais le fond du fond, c'est ce qu'on dit depuis des semaines, et on va le redire et le redire, le redire et le redire. Ils ne peuvent plus. Voilà. Ils sont incapables de rien. Il a fait tout son discours hier sur la dette On va se le avec. mettre, on va se le mettre. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, on va passer juste sur le discours sur la dette. Et le discours, il est incroyable. Voilà. Mais Déjà, regarde le titre de l'extrait. Attends. François Bayrou pointe la responsabilité des Français dans l'explosion de la dette, quoi. Putain, écoutons ça. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Non, mais en fait, c'est incroyable parce que déjà, je sais pas si vous avez regardé, c'était chiantesque ce truc. Moi, j'étais en sueur, hein. En x1, c'était vraiment la sueur. Parce que j'avais regardé Mélenchon avant, Mélenchon super vénère qui taclait des mecs sur BFM, j'étais à fond et tout. Et puis là, t'as ce mec qui arrive et qui nous parle de la dette pendant 30 minutes et qui nous explique que la dette c'est notre faute. D'autant plus que c'est complètement aberrant parce que la dette, je veux dire, il dit oui, c'est dépensé pour les Français. Mais encore une fois, quand vous faites abstraction des classes, bah c'est ça, c'est dépensé pour la France et la France, c'est les Français. Alors, il y a quand même des entreprises qui ont profité de la dette et des actionnaires qui ont profité de la dette, et puis des gens qui ont vu leur pension de retraite et le SMIC baisser à cause de la dette. Je veux dire, c'est quand même pas exactement les mêmes classes, tu vois. Ouais. Alors, bon, effectivement, c'était chiantesque, j'ai écouté aussi Fab. Moi, déjà, tu sais, je suis pas comme Zoé ou toi, un adepte du x1,5, x2. Je m'y mets là, petit à petit, pour d'efficacité. J'ai juste imaginé Zoé, regarde ça en x1, je pense qu'elle saigne du nez, quoi. Mais c'était horrible. Mais c'est intéressant cette histoire de dette. Pourquoi? Parce que c'est un des mécanismes fondamentaux du néolibéralisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans la période néolibérale? La rupture néolibérale s'est faite justement pour contenir l'inflation pendant la période fordiste. Pendant la période fordiste, après 1945, on a eu une période de croissance et de plein emploi qui a créé beaucoup d'inflation des prix. À l'époque, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Quel était le problème fondamental, mon cher Padu, de l'inflation? C'est que l'inflation, en fait, dévalue la monnaie. Quand toi, quand as de l'inflation des prix, mais que ton salaire il est indexé, pour la majorité des gens, c'est pas du tout un problème. Parce que tu as le même pouvoir d'achat qui est constant et puis qui peut augmenter, etc. Par contre, comme ça dévalue la monnaie, bah, ça veut dire que moi, je te prête 100 l'année 1, d'accord, à 10%. Et si tu as 10% d'inflation, bah, tu pensais récupérer 110, tu récupères 100, tu vois, voire même 99. Voilà. Et donc, ça a été la crise fondamentale du Fordisme. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les mécanismes néolibéraux? Alors ça, vous pouvez aller voir, c'est ce qu'on appelle la courbe de Peters, c'est-à-dire c'est la courbe qui montre la corrélation entre l'inflation et le chômage. Il a fallu faire ce qu'on appelle le choix du chômage, voilà. C'est-à-dire augmenter le chômage, voilà. Faire en sorte que le chômage soit toujours constant à un niveau incompressible de 10%, 8%, ce qui est le cas dans tous les pays occidentaux, ce qui permet en fait de compresser les salaires, voilà. Et donc de faire en sorte que l'inflation reste toujours basse. Le problème de ça, cher Padu, c'est que bah, quand tu comprimes les salaires, tu comprimes la consommation, tu vois. Donc, t'empêches des débouchés de production. Donc, tu peux aller vers les crises qui étaient faites en 29, c'est-à-dire les crises de surproduction. Eh ben, on a inventé un mécanisme fabuleux qui s'appelle le crédit. Voilà. Qui existait déjà avant. Mais alors, la période néolibérale a fabriqué du crédit, du crédit, du crédit, du crédit, du crédit, du crédit pour tout. Vous le savez autour de vous, vous voyez ce que c'est, Sofinco, crédit revolving, etc. Voilà. Pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat différé aux masses qui, justement, étaient compressées par les nouvelles politiques néolibérales de chômage et de compression des salaires. Ça veut dire que c'est, en fait, ce sont les riches qui gagnent avec la dette. Voilà. La dette, comme quand lui nous dit elle est tenue, etc., c'est pourquoi? C'est parce que
Les riches vous ont fait d'abord les poches sur vos salaires et ce qui vous revenait dans le travail par rapport au capital. Et ensuite, ils vous le revendent à crédit. Donc ça veut dire, voilà, vous aviez 100, on vous prend 50 et on vous dit, ah mais je comprends que vous aviez besoin de ces 50 là pour comment dire, vous acheter une bagnole, changer le frigo, ou voilà, etc. Eh bien, on va vous redonner ces 50 là à crédit. Donc ça, c'est vraiment les politiques néolibérales. Et tous ces mécanismes de dette qui ont été creusés, parce qu'ensuite, l'État a fait la même chose. Hein. L'État, avant, imprimait sa propre monnaie. Allez voir tout ce qu'on a fait sur la dette, la monnaie, sur ce que c'est la MMT, etc. On a fait ça sur Position Revue, etc. C'est très intéressant sur les mécanismes monétaires. Avant, il imprimait sa propre monnaie et quand il en émettait, ça faisait un peu d'inflation, mais ça permettait en fait de faire tourner le système économique. Là, aujourd'hui, l'État, il l'emprunte sur les marchés. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un pôle bancaire ultra privatisé qui, les capitalistes, compriment la marchandise travail, compriment les salaires pour pouvoir faire le maximum de marge quand ils produisent et font un maximum de crédit avec des taux toujours plus hauts, alors même s'il y a eu des fluctuations, etc., sur les États, sur les personnes, etc., pour pouvoir écouler la marchandise. C'est pour ça qu'on a des niveaux de dette faramineux. Voilà. Et quand Bayrou dit c'est vous, c'est qui l'ont payé, etc., la dette, c'est vous, etc., mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que le capital a repris énormément de points de valeur sur le travail, des points énormes, parce que le capital vous a fait les poches et maintenant il fait en sorte de vous revendre ce qu'il vous a volé à crédit. C'est du racket. La dette est inique. La question n'est pas de savoir comment on va la payer. Et ça, je vous le dis, gardez ça en tête pour pouvoir savoir qui est l'alternance ou qui est l'alternative au système. La question n'est pas de savoir comment on va payer la dette. Tout vous verrez, les noisettes, le RN, Il y a Aurore Laluc qui a posté donc le Voilà. numéro 2 de Place Publique qui a dit ah oui ça va causer sur les marchés financiers, on va perdre des points sur les marchés financiers, tu vois. Ça c'est vraiment l'idéologie de la gauche de droite, c'est-à-dire de dire on va rembourser la dette en étant les bons toutous des marchés financiers. Évidemment quand tu as des processus qui peuvent être un petit peu insurrectionnels et où un Premier ministre se barre, ce qui peut être vraiment en faveur des plus démunis dans ce pays. Je veux dire, si on arrive à avoir des avancées sociales avec le mouvement du 10 septembre, que Bayrou se barre, si on a un gouvernement insoumis par exemple, on va avoir quand même des choses, même si moi je suis pas un insoumis, je veux dire, je sais bien qu'ils vont pas devenir, le pays va pas devenir communiste demain, mais quand bien même on aurait, tu sais, juste quelques mesures qui font souffler un petit peu, déjà ce serait des gains pour les plus défavorisés dans ce pays. Ben non, Aurore Lahuc te dit, ah oui mais les marchés financiers n'aiment pas, tu vois. Bah oui mais les marchés financiers n'aiment pas, la plupart des pays, je veux dire, les marchés financiers ils n'aiment pas Cuba, hein, ils ont pas aimé la révolution vénézuélienne, ils n'aiment pas les marchés financiers, c'est sûr. Hein. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle se droitise. Parce que quand elle était minoritaire et qu'elle essayait encore d'être de gauche, c'était quelqu'un qui proposait, ça c'est le truc un peu SOSDEM, etc., la dette sans intérêt. Tu sais que la BCE puisse... voilà. Elle était là-dessus. Et là, elle est en train de se droitiser. Voilà. Parce que je vous le dis, c'est la question fondamentale. Vous pouvez détecter. Alors, il y a l'alerte noisette. Maintenant, il y a l'alerte système. Je ne sais pas si on peut faire un truc, etc. Voilà, vous pouvez voir qui ne veut pas changer le système, qui ne veut pas changer le mode de production de base. C'est les gens qui ne remettent pas en question la dette. Voilà. Donc, vous pouvez faire le test quand vous verrez dans un programme comment on va payer la dette. Certains vont dire on relance la croissance. Et même là-dessus, la FI pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle fait. Certains vont dire oui, mais on va créer de l'économie, machin. D'autres vont dire on taxe les riches. Les noisettes vont dire non, on va faire quelques économies, mais pas sur les plus faibles. Tout ça, c'est des conneries. La dette doit Pour moi, être... taxe les riches, c'est déjà noisette tiers, mais bon. Voilà, exactement. Et bon, la dette doit être annulée. Je rappelle deux choses. Un, c'est l'héritage de la Révolution française. 1795, les révolutionnaires ont fait banqueroute, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle le tiers payé. Est-ce que tu sais ce que c'est ça, Paddy? Non. Le tiers payé, c'était de dire, bah, voyez les riches, les créanciers là, on vous doit 100, on est sympa, on fait un tiers payé, on vous rend 30 et basta. Donc, vous voyez, donc ça, et je rappelle qu'après, ça a été la période la plus dynamique de l'histoire, même monétaire du franc. Hein, voilà. Donc, c'est un héritage révolutionnaire. Et là, je vais donner aussi clairement tous les blablas anti-impérialistes, là, machin. Voilà. Ça, c'est une mesure anti-impérialiste. Donnons le signal que la dette
peut être annulée, même dans les pays occidentaux. La dette est illégitime partout. En Afrique, elle est honteuse. C'est du racket. C'est du racket ici, c'est du racket puissance 100, puissance 1000 en Afrique. Donnons, en tant que révolutionnaire Haïti. ici, l'idée que les créanciers, où qu'ils soient, ne doivent pas être payés. Voilà. Et ça, c'est une mesure anti-impérialiste. Donnons le signal que la révolution se fait en ne payant pas les prêteurs. Voilà. Et donc, la dette est vraiment la clé. Et Bayrou le sait. Et il sait très bien que ça fait peur. Et il utilise des images de. Je ne sais pas s'il y est dans l'extrait. Vous savez tout ce que c'est d'être endetté, le foyer, de ne pas payer si. Il utilise ça justement pour fractionner les classes, les masses, etc., populaires, qui eux ont des petites dettes, qui essayent chaque mois de compter pour pouvoir payer les dettes et à qui on. Surtout genre la dette d'un État qui est censé être souverain et Mais mettre sa oui, propre monnaie, qui devrait avoir une banque d'État et tout c'est ça, ça. ça a à voir avec la dette d'un mec qui a acheté sa baraque à crédit, ça n'a aucun sens, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment une espèce de pression populaire qu'il essaye de faire pour fracturer les masses, pour justement dire, ah, vous voyez, être responsable, c'est payer ses dettes. Ça n'a rien à voir ce que fait un État, ce que fait la collectivité, ce que fait l'intérêt général avec ce que vous faites vous, etc. Et si vous, aujourd'hui, vous êtes obligé d'emprunter pour pouvoir changer le frigo ou réparer la bagnole, c'est parce que des capitalistes font des marges monstrueuses sur vos salaires. Ouais. Ben, on va peut-être s'arrêter là, parce que là, on a déjà une capsule qui dure une trentaine de minutes. Je pense que c'est intéressant. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, mais je pense que c'était les 2 points clés. Et la dette, il faut l'annuler. Et puis la démission de Barrot en rapport avec le 10 septembre et puis la peur de la France insoumise, la restructuration qu'il va y avoir. Je vous rappelle juste, oui, donc on a le site dont on vous a parlé, onneveutplus.fr. N'hésitez pas à aller générer vos affiches, à aller générer vos visuels pour les réseaux sociaux et à aller changer de photo de profil. Je pense que c'est important pour montrer l'unité du mouvement. Tous en on ne veut plus dès maintenant et tous dans la rue le 10 septembre. Voilà, c'est le mot d'ordre. Ouais. Et puis même, en fait, d'ailleurs, je vais lier ça, mais on a fait un groupe Telegram par rapport à tout ça, par rapport au générateur notamment, pour que vous puissiez faire des retours sur le générateur, nous faire des améliorations. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des améliorations grâce à vous, parce que c'est toujours bien d'avoir des retours de terrain. Et puis, dans ce groupe, on a aussi la possibilité de mettre en avant sur les réseaux sociaux, si vous faites des collages avec les affiches issues du générateur, vous nous les envoyez dans le groupe Telegram et tout. Et puis, on peut les mettre en avant. Pour faire des collages, du coup, il y a eu des groupes départementaux qui ont été créés, un peu comme sur les boucles Indigné-nous, Bloquons-tout. Le but, je le dis là pour ceux qui y sont dessus, le but, c'est pas de remplacer Indigné-nous, Bloquons-tout, qui sont les instigateurs du mouvement et qui sont le truc majoritaire où il y a le plus de monde. Donc, le but, c'est pas de faire que vous bossiez en parallèle et puis qu'il y en ait d'autres qui bossent de l'autre côté. Le but, c'est pas de séparer, sinon ça aurait une inefficacité de ouf, ce serait un peu scissionniste. Le but, c'est que vous vous organisiez par rapport à des trucs du générateur et on vous a proposé, si vous êtes assez nombreux dans vos groupes, vous irez voir sur le Telegram, c'est noté un petit peu pour que vous compreniez. Si vous êtes assez nombreux dans vos groupes et puis que vous vous mettez d'accord pour aller coller des affiches on ne veut plus, des affiches issues du générateur, pour essayer de vous envoyer un petit peu de matos, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la désorganisation du mouvement social, c'est compliqué pour certains de pouvoir imprimer des affiches. On n'a plus les mêmes structures qu'on avait auparavant avec des syndicats qui étaient extrêmement puissants, avec des partis qui étaient extrêmement puissants et qui pouvaient aider les manifestants. Aujourd'hui, il y a des militants, ils sont 10, 15, 20 à un endroit, ils n'ont pas forcément accès à des imprimantes, ils ne peuvent pas forcément imprimer des affiches en format A2 par exemple, ils ne peuvent pas forcément imprimer des stickers ou des choses comme ça. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est que si vous êtes plus de 15 et que vous élisez un binôme paritaire, le binôme paritaire vient nous voir. On fait une petite visio pour essayer de voir un petit peu, pour que ce soit sérieux, pour pas que ce soit entré non plus par des gens d'extrême droite ou je sais pas trop quoi. Et comme ça, on vous parle un petit peu. Et puis, vous nous dites un peu ce dont vous avez besoin. On vous envoie un kit avec des trucs personnalisés que vous avez choisis, avec des trucs aussi pas personnalisés parce que ça coûte moins cher de faire en gros, quoi. Et puis de vous envoyer du matos un petit peu national, quoi. Puis ça fait aussi un effet campagne nationale, donc c'est intéressant. Et comme ça, on vous envoie ça. Mais c'est pas pour être
un truc, voilà, scissionniste d'Indignons-nous, ça peut être, vous allez voir vos camarades d'Indignons-nous, vous dites, ah, est-ce que ça vous dit d'aller coller des affiches, vous choisissez avec eux un visuel ou deux, nous on fera les affiches nationales, ce sera des trucs de base, je sais pas, c'est pas encore décidé, mais genre dégageons-les, bloquons tout, on ne veut plus, ou un truc comme ça, avec 10 septembre en gros, et puis basta. Donc on vous met les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour, et sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider à financer tout ça, et puis sur ce, on vous dit à plus. Salut, on veut plus. Salut.